La rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Netanyahou veut quelque chose de Donald Trump. À votre avis, est-ce qu'Israël a le sentiment que Donald Trump fait quelque chose qui ne lui profite pas? Quelle en est la principale raison? Parce que c'était la 7e fois, vous savez, que Benjamin Netanyahou se rendait aux États-Unis. Que se passe-t-il? Et quelle est la raison principale de ces réunions sans fin? À chaque fois, avant les négociations avec les Iraniens, Bitkov allait en Israël et maintenant Netanyahou vient aux États-Unis. Que veut Israël des États-Unis? Eh bien, le maître est arrivé à Washington, D.C. et Israël possède Washington, D.C., de haut en bas, avec quelques exceptions. Et il donne des ordres poussant Trump à faire ce qu'Israël veut, malgré le fait qu'Israël ait dit à l'Iran « Oh oui, faisons un accord. Quoi qu'il arrive entre vous et les États-Unis, nous ne sommes pas impliqués. » Ce à quoi, évidemment, les Iraniens ont répondu à Israël « Peu importe, vous allez y passer d'une manière ou d'une autre. » Donc, en gros, je pense que ce qu'il veut, c'est un soutien total des États-Unis. D'abord, Netanyahou n'est pas bon sur le plan militaire. Tsahal, en général, ne comprend pas la guerre moderne ni ce qu'elle est vraiment, surtout après les 12 derniers jours, quand l'Iran leur a montré à quoi une vraie guerre pourrait ressembler. Mais il essaie de convaincre Trump d'y aller à fond, quoi que ça veuille dire, parce que la seule façon pour les États-Unis de vraiment faire quelque chose contre l'Iran serait de passer au nucléaire. Mais là encore, il deviendrait un État paria et il ne parviendrait toujours pas à vaincre l'Iran. Trump se retrouve donc dans une impasse. C'est en fait un cercle vicieux. Perdant dans tous les cas, tu vois. S'il ne fait pas ce qu'Israël veut, une nouvelle série de dossiers Epstein sera publiée, avec encore plus de mentions de M. Trump qui affirme désormais qu'il n'était pas vraiment ami avec M. Epstein. Et s'il suit le mouvement, il risque de perdre les élections de mi-mandat. Et ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas un Venezuela 2.0. Ils ne peuvent pas acheter les Iraniens. Je veux dire, ils peuvent acheter quelques imbéciles issus de la soi-disant intelligentsia libérale et tous ces, tu sais, agents du Mossad et compagnie. Mais les 2 dernières fois, ils ont été démasqués. Le réseau a été exposé de manière assez complète. Donc, ils n'ont plus autant d'atouts, ni d'aussi efficaces qu'avant. Évidemment, leur tentative de semer l'instabilité en Iran a échoué. Et c'est bien ça. C'est la seule chose qui s'y passe. Quant à Trump, il n'y a aucune morale là-dedans. Rien de ce genre. C'est juste un pur calcul politique, parce qu'il sait que dès l'instant où, Dieu nous en garde, bien sûr, les cercueils des soldats américains commenceront à arriver, recouverts de rouge, de blanc et de bleu, sur des C-17 en provenance du théâtre d'opération, ce sera fini. Ça va donner une mauvaise image, d'accord? Et il y a beaucoup de médias de l'establishment qui vont, tu sais, essentiellement exhiber tout ça à la télévision. Et Trump n'aime pas paraître faible ou vaincu, tu vois. C'est son truc. Il a les élections de mi-mandat qui approchent. Pas que, tu sais, tu remplaces un tas d'ordures par un autre. Ça ne change rien, tu vois. Les 2 partis forment en gros un parti unique, simplement 2 ailes différentes. C'est ça qui le motive. Et apparemment, il peut envoyer un 2e groupe aéronaval, même si, de toute façon, ça ne servira pas à grand-chose. Donc on a cette situation qui se développe là-bas, et quoi qu'il doive arriver, tu sais, ça arrivera. Mais espérons qu'on évitera ça encore une fois, d'une manière ou d'une autre. Mais toi, tu reviens tout juste de Téhéran. Le peuple iranien est prêt à se battre. Je pense qu'ils sont prêts à se battre. Et Andrei, l'administration Trump semble envoyer un 2e porte-avions dans la région. Tu te souviens de la guerre entre l'Irak et les États-Unis? Ils avaient envoyé, je ne sais pas, 6 porte-avions. Je ne me souviens plus combien, il y en avait quelques-uns. Oui, plusieurs en fait, plus de 2.
Oui, et en ce moment, ils veulent combattre l'Iran avec 2 porte-avions. Je ne sais pas s'il s'agira d'une attaque israélienne contre l'Iran, puis des États-Unis essayant de soutenir Israël. Eh bien, cette fois, ce sera probablement les États-Unis, à en juger par ce qu'ils essayent de mettre en place. Mais le problème, encore une fois, c'est que les États-Unis ne sont jamais allés au-delà de la guerre aérienne. C'est la seule chose qu'ils connaissent. L'armée américaine, le Pentagone, les forces terrestres, ils ne savent pas mener une véritable guerre interarmes contre un ennemi de haut niveau. Et ici, nous avons une situation où la seule chose qu'ils savent faire, c'est obtenir la supériorité aérienne contre des forces aériennes aussi redoutables que celles de l'Afghanistan ou de l'Irak, qui en réalité n'existaient pratiquement pas. Donc c'est la seule chose qu'ils connaissent. Ils savent bombarder, d'accord? Aucune puissance aérienne américaine n'a jamais été confrontée à un environnement de menace réelle, sauf au Vietnam. Mais c'était un contexte très différent. Donc ils ne savent pas comment faire. Ils savent bombarder. C'est la seule chose. Ils doivent donc rassembler toutes ces ressources. Mais le problème, c'est que peut-on faire? On peut déployer quelques forces d'opération spéciales sur le terrain, probablement les insérer, mais elles ne vont pas gagner la guerre. Je ne pense pas qu'elles puissent parcourir des milliers de kilomètres avant même d'atteindre Téhéran, par exemple. Ensuite, il y a la question de la défense aérienne, comme je l'ai déjà dit, ce qui représente pour eux un paradigme complètement nouveau, car l'Iran dispose réellement d'une défense aérienne, contrairement à l'Irak, qui avait ses anciens systèmes S-75 qui n'étaient même pas mobiles. Donc on a cette configuration, et ils espèrent probablement que tout se passera bien, je suppose. Mais peu importe combien de porte-avions on envoie là-bas. Contrairement aux Irakiens, comme je l'ai déjà dit, les Iraniens sont prêts à se battre. Et même le fait que trop de gens n'y prêtent pas beaucoup d'attention, ni n'y accordent beaucoup de crédit. La marine des États-Unis, l'un de ces destroyers de la classe Arleigh Burke, a abattu un drone iranien. Ce n'est pas une copie. Il ressemble simplement un peu à un drone Reaper. Mais ils l'ont abattu à plusieurs centaines de kilomètres des côtes iraniennes. Pour les professionnels, c'était comme « Ah d'accord, ils savent où se trouvent ces moyens navals. » Ils ont envoyé ce drone pour qu'il soit abattu. Car évidemment, on ne peut pas accomplir grand-chose avec un seul drone. Mais cela montre qu'ils l'ont détecté par leur capteur, en disant « C'était l'indice. Nous savons où vous êtes. Nous pouvons élaborer une solution de tir. » Et la prochaine fois, ce ne seront peut-être pas des drones qui voleront, vous voyez. C'est pour cela qu'ils éloignent ces moyens navals, en particulier les porte-avions, des destroyers. Bien sûr, et nous savons pourquoi ils font cela. Le risque pour la réputation, en plus du risque physique pour le personnel des forces navales américaines sur place, est énorme. Peux-tu imaginer si quelque chose fuit et frappe la superstructure d'un porte-avions, ou tue des membres d'équipage, ou même provoque un incendie majeur à bord? Nous avons vu ce que les Houthis ont fait. Les Houthis, bon sang, ce sont des gens pour la plupart en sandales, avec des AK-47 et des systèmes d'armes anciens. L'Iran, lui, dispose de systèmes d'armes modernes, y compris de missiles anti-navires, avec une portée tout à fait respectable. Et s'il ferme le détroit d'Ormuz, c'en est fini. La présidence de Trump est terminée. André, quelle est la portée des missiles de ces porte-avions? Parce qu'ils sont assez loin des côtes iraniennes. Ouais, donc, ils ont environ 400 à 500, probablement plus près de 400, Tomahawks. Ils ont une portée d'environ 2000 km. Ils sont tous dans leur système de lancement vertical, les MK-41, sur les destroyers de la classe Arleigh Burke. Et peut-être qu'ils ont sorti un des Ohio, le dernier qui avait été converti pour transporter ces Tomahawks.
C'est environ 152 ou 156, je ne me souviens plus exactement, quelque chose comme ça. Et probablement quelques Virginia, chacun ayant 32 ou 36, je ne me souviens plus exactement, de ces missiles. Voilà à peu près tout. Le reste, c'est l'aviation embarquée. Ils ont toutes sortes de munitions intelligentes, principalement des armes à distance. Mais les premières versions du JASM, le missile air-sol à distance de sécurité, ou peu importe, j'en ai marre de devoir déchiffrer toutes ces abréviations. Sick and tired of those, decoding those abbreviations. So it's stealthy, subsonic. C'est donc un substitut furtif et subsonique du Tomahawk. Il est emporté, 3 exemplaires, par le Super Hornet. Les premières versions avaient une portée d'environ 300 à 500 km et la plus récente atteint environ 900 km. Il développe un missile de ce type avec une portée de 1900 km. Mais en substance, c'est toujours une itération du Tomahawk, rien de vraiment nouveau. En fait, à un moment donné, en 2018, les Syriens ont abattu non seulement certains des 109 Tomahawks, mais plus de 78. De nombreux JASM ont également été abattus par la défense aérienne syrienne à cette époque. Voilà, en gros. Ce qu'il faut, si vous disposez de ce JASM de 900 km, c'est en gros que si vous ne voulez pas exposer vos avions de combat comme les Super Hornets, vous les lancez, puis vous ravitaillez immédiatement. C'est ce qu'ils font habituellement. Vous savez, ils décollent dans une configuration plus légère, puis se ravitaillent près de leur porte-avions, et ensuite ils partent. On peut probablement le faire à partir d'une distance d'environ 1500 km. Mais n'oublions pas que l'Iran est un grand pays. Du nord au sud, il s'étend sur environ 2000 km, je crois. Quelque chose comme ça à peu près. Et donc, 1500 km. Eh bien, soudainement, surtout en tenant compte de l'emplacement de Téhéran, dans la partie nord, non loin du Mazandaran, vous voyez, c'est comme, oui, il faut pénétrer dans l'espace aérien. Comment allez-vous faire cela? Eh bien, vous avez 2 options. Il y a l'Irak, qui est une toute autre histoire, et l'Irak est absolument sous le contrôle de l'Iran. Et bien sûr, il y a l'Azerbaïdjan. Et M. Ali a été averti, apparemment, et pas seulement par l'Iran. Évidemment, M. Moscow leur a aussi dit, si vous voulez vraiment vous attirer des ennuis, allez-y, faites donc. Mais ensuite, vous savez quoi, c'est une toute autre histoire. Nous avons donc cette dynamique là-bas, cette dynamique tactique et opérationnelle, et les États-Unis se trouvent face à un véritable dilemme. En gros, en dehors du fait qu'il faut poser les moyens aériens au sol, sur des pistes, ils sont tous à portée de l'Iran. Ils ont déployé certains systèmes de missiles tactiques, des dispositifs d'attaque, au Qatar. Mais je ne sais pas, ils sont mobiles. Ils espèrent pouvoir tirer et s'enfuir, ce qu'ils peuvent probablement faire. Mais le fait est que tout dépend aussi du poids, entre guillemets, de la salve de missiles iraniens. Les États-Unis n'ont rien en matière de défense aérienne qui puisse sérieusement atténuer de véritables attaques. Les systèmes de défense aérienne sont généralement plus efficaces contre les avions de chasse que contre les missiles. Oui, je veux dire, ils peuvent probablement abattre des cibles s'ils disposent d'un système d'alerte précoce. Ce qui est possible, car évidemment, les États-Unis disposent actuellement de nombreux moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Et s'ils ont une alerte précoce, ils peuvent théoriquement anticiper une salve de missiles de croisière subsoniques à attaque terrestre. Le Patriot PAC-3 n'est pas un bon système de défense aérienne, surtout contre des missiles supersoniques. Et l'Iran possède bien des missiles supersoniques. On parle de missiles à plus de Mach 2, qui peuvent aussi être utilisés comme missiles de croisière. Je ne parle pas de missiles balistiques. Donc oui, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Et encore une fois, les performances de la défense aérienne israélo-américaine lors du dernier événement, la dernière série d'attaques,
ont été lamentables. C'était catastrophique. La richesse a été spectaculaire, ce n'est incroyable. So dramatically, it's unbelievable. Yeah, they intercepted something like by different estimates. Oui, ils ont intercepté quelque chose, comme, selon différentes estimations, 25, peut-être 30% des missiles. Le reste est simplement passé. C'est pourquoi Israël a classifié chaque vidéo ou photo provenant du pays, pour contrôler le récit, en somme. C'est ce qu'ils savent faire, les récits avant tout. Ils ne sont pas vraiment doués pour faire la guerre. Mais oui, les États-Unis ont maintenant reçu un avertissement de Tel Aviv. C'est à notre façon ou rien. Et les États-Unis vont encore être pénalisés par Israël s'ils continuent à agir ainsi. Enfin, pas qu'il ne l'ait pas déjà été. Nous en avons déjà parlé, tu sais, à propos de l'effondrement total du contrat social en Occident, surtout avec les réseaux pédophiles qui dirigent pratiquement le pays. Que veux-tu que je dise? Nous avons ces dynamiques complètement folles qu'on n'aurait jamais imaginées il y a encore 10 ans. You wouldn't expect even 10 years ago. Donc, si je ne me trompe pas, si je te comprends bien, la façon dont tu le décris, c'est qu'Israël veut que les États-Unis combattent l'Iran. Bien sûr, ils resteront en marge, ils ne seront pas très impliqués. That's what they always did. IDF, C'est ce qu'ils ont toujours fait. Tsahal est en réalité une gendarmerie, une force de police lourdement équipée. Elle n'est pas douée pour combattre qui que ce soit, tu sais. Donc, tous ces mythes, beaucoup de gens oublient que même ceux-là ont été grossièrement exagérés par l'AIPAC et le lobby israélien aux États-Unis. Tu sais, tout ce discours sur « Oh oui, la guerre de 1967, celle de 1973 », eh bien, ils ont perdu pendant la guerre de 1973, rien qu'à cause de la défense aérienne. Plus de 120 avions de combat. Beaucoup de gens l'oublient. Évidemment, ces complexes de défense aérienne étaient principalement opérés par des soviétiques. Mais, je veux dire, ils combattaient des armées arabes arriérées. En fait, la plupart de leurs soldats étaient analphabètes à l'époque, incapables de mener une véritable guerre. Eh bien, tu as vu toi-même comment ils ont aussi lâché Assad. Assad. And Oui, tu sais, si tu essaies de construire quelque chose là-dessus, c'est comme, même quand ils étaient en infériorité numérique, on parle de peuples avec des cultures différentes en matière de dévouement et d'entraînement. Les Israéliens étaient évidemment bien mieux entraînés que les armées arabes, et ils le sont toujours. Mais le problème, c'est qu'après ce qu'on a vu en 2006 au Litanie, après ce qu'on voit encore à Gaza, et qu'ils n'arrivent toujours pas à vaincre le Hamas, c'est, tu vois quoi, un petit territoire de 50 km². Donc, c'est pas une force très efficace. Et ils sont tellement fiers de dire, tu sais, nous sommes une grande force aérienne. Pas vraiment. Enfin, ils savent piloter, ça c'est sûr. not really. I mean, they can fly definitely, but point is that. Mais le fait est que, la dernière fois qu'ils avaient cet objectif, la grande surprise pour eux a été que le radar iranien avait effectivement verrouillé le F-35. Voilà, c'est ça votre furtivité. Tout ce qu'il faut savoir à ce sujet. Ils savent qu'ils sont vulnérables. Ils savent qu'ils sont sans défense après la dernière fois. Et tout le monde a vu ces vidéos spectaculaires de la base de Nevatim complètement détruite. Les installations au sol et tout le reste. Ils ont vu ce qui s'est passé à Tel Aviv. Vous voyez ce genre de choses. Ils ne veulent pas revivre ça. Mais ils ont toujours voulu que les Américains se battent pour eux. Ils ont toujours voulu que des GI américains, des gars américains, meurent pour eux. C'est pourquoi ils ont besoin du mouvement sioniste chrétien aux États-Unis. C'est pourquoi ils contrôlent le Congrès, ou pas chaque membre, mais la plupart sont influencés par Israël. Ces fanatiques du mouvement sioniste chrétien aux États-Unis ont pour mission que des garçons américains meurent pour Israël. Et ils ont tout l'appareil de l'AIPAC et de l'establishment, Israël d'abord. Depuis les médias, comme toutes sortes de médias pro-israéliens, il y a Newsweek par exemple, ou d'autres. Leur rôle est de convaincre les États-Unis d'aller mourir en combattant l'Iran,
parce que l'Iran est décrit par ces fanatiques de Tel Aviv comme leur menace existentielle. Eh bien, c'est aussi simple que cela. Vraiment, il n'y a rien de plus à dire. Simple as that. Really, there's nothing more to it.